ma contribution surtout au niveau des outils et des normes sur cette thématique. Donc, je vous remercie et puis je remets la parole à Madame Caro donc pour la suite des autres intervenants. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yacoub. Et pour ceux qui nous rejoignent du Gabon, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Maroc, je suis ravie de modérer ce dernier webinaire dans le cadre du cycle des webinaires sur la RSE accessible. Alors, Yacoub nous a fait une présentation théorique avec un accent sur la norme ISO 26000. Il a mis en lumière les enjeux essentiels, à savoir l'identification des responsabilités et l'identification des parties prenantes, ainsi que les dialogues, avec des exemples très précis de parties prenantes. Et il est important de retenir que l'essentiel de cette démarche tourne autour de ces principes-là. Et nous pouvons aussi retenir que le diagnostic est fait en 4 étapes, selon le schéma qui a été expliqué par Yacoub. L'essentiel des axes de la RSE concerne des pratiques qui sont internationales et relatives à la norme ISO 26000, et laquelle énonce des lignes directrices reposant sur 7 principes et 7 questions centrales qui forment la base de la mise en œuvre opérationnelle de la RSE, comme Yacoub nous a présenté. N'hésitez pas à poser des questions dans la boîte à dialogue, ça permet d'animer le débat, et nous allons passer à la prochaine intervenante. Les questions seront pour plus tard, une fois que nous aurons eu les 3 présentations. Et donc, nous allons aller plus loin en abordant la question relative au diagnostic de la maturité de la RSE avec Dr Viviane Tchélé, qui est consultante spécialiste en RSE, environnement et développement durable. Elle est à la tête de la société Horizon International SARL, une société de conseil et d'accompagnement des entreprises dans la mise en œuvre de leurs démarches environnementales et de la RSE. Consultante spécialiste en RSE, environnement et développement durable, basée entre le Congo et la France, elle intervient pour le compte de certains incubateurs de projets au Congo et ailleurs, dans l'accompagnement des porteurs de projets qui aspirent à déployer des pratiques éco-responsables au sein de leur entreprise. Formatrice sur les thématiques en lien avec les changements climatiques, l'économie circulaire et l'écologie industrielle en entreprise et au sein d'universités locales, Viviane est également à la base de différentes initiatives entrepreneuriales bénévoles, dont Vianney Art, Culture et Environnement, une organisation non gouvernementale qui s'attelle à promouvoir l'art, la culture et l'éducation à l'environnement, des leviers pour l'émergence d'une société éco-responsable. Par ailleurs, point focal Congo du réseau Women for Sustainable Energy and Climate Action Afrique centrale, elle a récemment intégré le groupe of 100 Global Women Leaders en tant que conseillère climat et environnement. Docteur Viviane Tchikele, vous avez la parole. Vous avez 20 minutes pour nous faire l'économie donc de la RSE. Merci Carole. Bonjour tout le monde et merci aux organisateurs pour déjà pour cette belle organisation et puis pour ces cycles qui sont toujours plus riches au fur et à mesure de la vie du réseau RSE et PED. Donc, voilà, le thème de ce cycle de webinaire, enfin de ce webinaire aujourd'hui, tourne autour du diagnostic de la responsabilité sociétale qui implique donc la prise en compte des attentes et des intérêts des parties prenantes. Je suis donc Viviane Okumambela-Tchili. La slide, s'il vous plaît. Voilà.
Donc, je suis Viviane Okumabela Titélé, je suis docteur en écologie et développement durable. Et je suis également, comme l'a dit Carole, directrice générale de la société Horizon International, qui pour l'instant est implantée au Congo-Brazzaville et qui, par contre, se déploie quand même au niveau international avec des partenaires internationaux. Donc, nous faisons dans l'accompagnement et le conseil des entreprises dans la mise en œuvre et l'élaboration même de leur démarche de responsabilité sociétale. Mais nous accompagnons également les entrepreneurs ou porteurs de projets qui aiment, qui espèrent ou aspirent à avoir des projets à impact sociétal. Voilà. Donc, en ce qui concerne le contenu de mon intervention, voilà, je partirai un peu sur un rappel, hein, parce que mon prédécesseur, M. Bitocho, a déjà bien évoqué le volet diagnostic. Donc, je ne vais pas m'attarder vraiment sur la démarche, mais je pense que pour chacune des interventions, c'est quand même important de déjà revenir un petit peu sur les éléments de base en ce qui concerne le diagnostic de la responsabilité sociétale. Et donc, au niveau Horizon International, on évoque souvent le diagnostic de la maturité RSE, parce que voilà, c'est de ça qu'il s'agit dans tous les cas. Ensuite, j'ai tenu à mettre un petit peu l'accent quand même sur le volet identification des attentes et des intérêts des parties prenantes, en rappelant quel est le lien qui existe en fait entre les parties prenantes, l'entreprise, même la société dans laquelle l'entreprise est impliquée. Pour comprendre pourquoi c'est important de prendre en compte les attentes et les intérêts des parties prenantes dans le cadre d'un diagnostic de la maturité RSE. Ensuite, donc, je reviendrai mais très brièvement sur la matrice de matérialité sans vraiment entrer dans les détails, mais juste pour énumérer. Et ce qui permettra en fait de comprendre les 2-3 exemples que j'évoquerai enfin en faisant un rapide retour d'expérience et en présentant un petit peu les solutions que nous avons apportées en fait aux clients voilà, dans le cadre de ces expériences-là. Alors, donc, oui, je pense qu'on peut avancer. En ce qui concerne donc le diagnostic de la maturité de responsabilité sociétale, slide, s'il vous plaît. OK. Je suis désolée, j'ai des notifications en fait, de la réunion en même temps. Voilà. Donc, pourquoi alors diagnostiquer la RSE existante? Donc, pourquoi c'est important de connaître l'existence d'une entreprise en termes de démarche de responsabilité sociétale, mais déjà pour faire l'état des lieux, simplement, pour savoir à quel niveau se situe d'un point de vue environnemental, d'un point de vue social, d'un point de vue au niveau même de la gouvernance de l'entreprise, où est-ce que celle-ci se situe face aux enjeux de développement durable qui existent et qui ont déjà été énumérés dans la définition même de développement durable. En sachant que, comme l'a si bien rappelé Yacoub tout à l'heure, la responsabilité sociétale, ça va être vraiment la contribution de l'entreprise au développement durable. Si, en parlant de développement durable, on va plutôt être sur une dimension d'engagement de la société, voilà pourquoi on va avoir des stratégies nationales de développement durable. Au niveau de l'entreprise, à l'échelle de l'entreprise ou d'une autre organisation, le développement durable va être vraiment considéré comme étant sa responsabilité sociétale. Donc, ça va vraiment être comment est-ce que l'entreprise met en œuvre des actions en lien avec le développement durable à l'échelle même de son organisation, à l'échelle de sa gouvernance. Et diagnostiquer, c'est aussi pour évaluer le niveau de maturité, effectivement, vis-à-vis de ces enjeux-là. Donc, savoir, OK, il y a des actions qui sont menées, mais est-ce que ces actions-là sont réellement des actions de responsabilité sociétale ou alors ce sont plutôt des actions que tout le monde pourrait mener, j'ai envie de dire, si les financements le permettent. Donc, l'idée, c'est de vraiment recadrer voilà, la stratégie ou la démarche que pourrait considérer le top management d'une entreprise comme étant une démarche de responsabilité sociétale. Enfin, il s'agira aussi, dans le cadre du diagnostic, de prioriser les enjeux de développement durable, c'est-à-dire
en s'appuyant, pourquoi pas, sur un fil conducteur qui a déjà été énuméré, plutôt publié, on va dire, sur notamment les objectifs de développement durable. Donc, en utilisant dans sa matrice de maturité, enfin, on le verra tout à l'heure, des objectifs de développement durable, donc savoir finalement cette entreprise-là, elle pourrait commencer dans le cadre du déploiement de sa démarche RSE à être focus sur l'ODD 2, par exemple, ou sur l'ODD 15, je dis juste ça comme ça, à titre d'exemple. Donc, l'idée du diagnostic, c'est aussi de prioriser les enjeux au sein de la structure. Slide, s'il vous plaît. Et donc, pourquoi le faire? Déjà pour aider l'entreprise à prendre conscience des forces et des faiblesses de sa stratégie ou de ses démarches en matière de responsabilité sociétale. Parce qu'il va y avoir beaucoup d'entreprises qui font de la RSE sans savoir qu'elles font de la RSE. Et dans ce faire la RSE, il va y avoir des éléments qui vont finalement être évalués comme étant des forces en matière de démarche, en matière de responsabilité sociétale, et qui pourront être évalués également comme étant des faiblesses pour cette entreprise, parce que soit c'est une démarche qui les écarte de la démarche proprement dite de responsabilité sociétale, soit ce sont des démarches qui finalement occasionnent des coûts inutiles parce que l'impact n'est pas forcément un impact voulu ou un impact important, j'ai envie de dire, pour cette entreprise-là et pour la démarche même qu'elle souhaite engager. Ensuite, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment faire un état des lieux des actions qui sont déjà menées et permettre aussi de formaliser la démarche, de la structurer, c'est-à-dire que l'entreprise a fait de la RSE sans savoir qu'elle fait de la RSE et le diagnostic va permettre de savoir, de répertorier les actions qui sont à pérenniser, les actions qui finalement représentent des faiblesses pour l'entreprise et donc donner à la stratégie, donner à la démarche de responsabilité sociétale une portée beaucoup plus formelle, une portée beaucoup plus structurée pour aller vraiment d'un point de démarrage vers un point, un stade de maturité beaucoup plus engagé en termes de RSE. Et donc, inévitablement, ça permet d'élaborer par la suite un roadmap qui permet de s'insérer dans la démarche même globale d'amélioration continue de l'entreprise. Donc, avec une énumération de plusieurs actions, en fait, qui vont s'insérer dans le cadre de cette démarche d'amélioration. Et, pardon, juste la slide, s'il vous plaît. Faire un diagnostic de responsabilité sociétale ne s'arrête pas seulement au fait de voir l'état des lieux, s'informer sur ce qui existe, s'informer sur ce que font les autres entreprises en matière de responsabilité sociétale peut également s'insérer dans le cadre d'un diagnostic RSE, parce qu'il permettra de voir si finalement les actions qui sont menées au sein de son entreprise sont soit réalisées aussi au sein d'autres entreprises ou alors sont réalisées mais avec une démarche beaucoup plus opérationnelle, beaucoup plus intéressante par rapport à la nôtre. Et donc, s'informer, c'est-à-dire participer à des salons, participer à des forums, des ateliers, des webinaires, ça aide également à savoir ce qui est fait, d'entrer en fait en contact avec les expériences des autres entreprises, que ce soit de la concurrence ou pas, ça aide à se situer finalement en matière de où je suis en termes de responsabilité sociétale. Et il est également important de lister les actions qui sont faites au sein de son entreprise. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il va avoir l'état des lieux, enfin, ça permet aussi de lister, mais il faut réellement prendre le temps de le faire parce que ça aide à ne rien oublier et à avoir un diagnostic robuste. Voilà. Et évidemment, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner quand on n'a pas au sein de sa structure la compétence requise ou qu'on tâtonne finalement parce que quand on est dirigeant d'une entreprise ou bien même quand on a une responsabilité sur un autre domaine et que finalement on doit rester sur la responsabilité sociale, enfin on doit être focus un moment sur la responsabilité sociétale, il peut arriver que beaucoup de choses nous échappent, soit parce qu'on n'a pas forcément la compétence, soit parce qu'il y a beaucoup trop d'autres challenges à relever dans la structure que il y a beaucoup de choses qui peuvent échapper en fait à la vigilance en matière de RSE.
Donc, il y a des structures qui sont là, qui aident à accompagner et qui aident à formaliser tout ça. Et donc, pourquoi on identifie les attentes et les intérêts des parties prenantes? Eh bien, simplement parce que déjà, s'il vous plaît, la slide. La slide, s'il vous plaît, voilà. Parce que les parties prenantes sont les piliers d'une démarche de responsabilité sociétale au sein de l'entreprise, dans la mesure où elles participent à la vie économique de l'entreprise. Ça va être le cas, par exemple, des salariés, des fournisseurs, des actionnaires. S'il vous plaît. Voilà, les parties prenantes influencent également le comportement de l'entreprise en interne ou en externe, c'est-à-dire que si extérieurement à l'entreprise, les consommateurs décident de boycotter un produit que eux, ils peuvent considérer soit impropre à la consommation, soit simplement parce qu'ils veulent boycotter l'entreprise, ils ont le pouvoir de le faire parce que ce sont des parties prenantes de l'entreprise, c'est-à-dire qu'elles sont directement impactées par les décisions prises au sein de l'entreprise. C'est ça même la définition d'une entreprise, et plutôt des parties prenantes. Et voilà, elles sont directement, indirectement liées par les activités de l'entreprise, forcément, parce que toute activité entreprise dans une zone géographique donnée va avoir un impact soit sur l'environnement, sur la société, sur la vie des riverains, sur les communautés locales, sur les décisions même qui sont prises au niveau des autorités locales. Voilà. D'où l'intérêt sur la slide suivante, s'il vous plaît, de rappeler qu'une entreprise, lorsqu'elle s'implante, elle s'implante dans un environnement donné où va se mouvoir une société. Et donc, la société, s'il vous plaît, va avoir des attentes vis-à-vis de l'entreprise. Ça va être des attentes, par exemple, en termes d'emploi. Ça va être des attentes, si on considère l'entité environnement, ça va être des attentes en termes de préservation, de restauration de l'environnement ou de résilience, voilà, de restauration d'une zone, par exemple, dégradée en lien avec l'entreprise. Et parce que cette entreprise va impacter forcément avec son activité la société et cet environnement-là. Et ensuite, il va y avoir les parties prenantes qu'on a évoquées tout à l'heure et qui représentent donc les piliers d'une bonne démarche de responsabilité sociétale et qui vont avoir des intérêts. C'est-à-dire que si je suis actionnaire, je suis fournisseur, je suis client, je suis salarié, en tant que salarié, mon intérêt en étant dans cette entreprise, c'est déjà d'avoir un salaire pour commencer. Je fournis le travail, mais je m'attends à ce que l'entreprise, c'est-à-dire que le top management ou du moins le dirigeant de l'entreprise me donne le salaire, me donne le salaire. Donc, les parties prenantes ont des intérêts vis-à-vis de l'entreprise. Et comme pour la société et l'environnement, l'entreprise va avoir des impacts sur ces parties prenantes-là. Donc, on va avancer. Et pourquoi donc, au niveau de... pourquoi donc utiliser des outils pour justement retrouver les enjeux matériels qui vont être importants pour le diagnostic de la responsabilité sociétale et qui vont donner de la légitimité à la future démarche. Donc, l'analyse permettra de hiérarchiser, isoler et trier les objectifs et les enjeux dans le cadre du développement durable. Simplement parce que c'est important de savoir en fait qu'est-ce qui va être prioritaire, quels sont les enjeux qui vont être prioritaires pour l'entreprise ou pour les parties prenantes et savoir comment positionner grâce à la future, donc à la matrice de matérialité. Comme je disais tout à l'heure, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que Jacob a bien développé. Et donc, aller sur ce qu'on appelle de plus en plus de la RSE by design, vraiment aller sur de la consultation, sur de la co-construction. Voilà. L'analyse aide également à aller vers une stratégie qui permet justement à l'entreprise d'utiliser l'intelligence collective. Et donc, pourquoi se lancer dans une telle analyse? Simplement parce qu'il faut faire asseoir la légitimité, la robustesse de la future stratégie RSE. Légitimité parce qu'on aura consulté, et la robustesse parce qu'on aura consulté le maximum de parties prenantes, notamment les parties prenantes internes et externes.
assurer la transparence dans le traitement des sujets qui sont liés à la gouvernance. Donc, le fait de consulter, donc d'avoir une approche consultative, rassure ces parties prenantes sur l'importance qu'elles peuvent avoir au sein de cette entreprise-là. Prendre en compte les attentes des parties prenantes, on l'a dit, et ces parties prenantes ne vont pas forcément être liées à l'entreprise, simplement parce que, comme je l'ai dit, quand on est dirigeant, on a la tête dans le guidon, on ne sait pas, il peut y avoir des éléments qui nous échappent dans le cadre de cette analyse-là, et donc approcher des personnes qui ne sont pas forcément impliquées dans la vie de l'entreprise peut aider à voir des aspects auxquels on n'aura pas pensé. Et quand se lancer dans l'analyse, eh bien, en fait, il est possible de se lancer dans une analyse de matérialité à n'importe quel moment de la vie de l'entreprise. À partir du moment où on décide de se lancer dans une démarche de responsabilité sociétale, l'analyse de matérialité reste pertinente. Que ce soit une entreprise qui a déjà produit 3-4 rapports ESG, donc un rapport environnementaux, social et de gouvernance, ou que ce soit une entreprise qui soit encore à l'étape de la philanthropie, l'analyse de matérialité reste pertinente. Il est recommandé de la renouveler tous les 3 ans, simplement parce qu'on estime qu'au bout de 3 ans, les enjeux peuvent différer et les enjeux peuvent évoluer. Et même avec un chiffre d'affaires grandissant, les enjeux ne vont pas forcément être les mêmes. Voilà. Et donc, voilà, ici, vous pouvez mettre tous les points, parce que dans tous les cas, c'est à peu près ce qu'a dit Yacoub tout à l'heure. Donc, on commence par identifier les parties prenantes internes et externes. On prédéfinit les enjeux en se référant à le référentiel général, ça va être la norme ISO 26000, qui donne un assez bon canevas avec des questions qu'on peut se poser. Lancer des interviews, donc les consultations auprès de toutes les parties prenantes. Et sur la base des enjeux qui vont être considérés comme importants par ces parties prenantes-là, on élabore la matrice de matérialité pour hiérarchiser et prioriser les enjeux. Donc, en faisant un croisement entre ce qui est important pour l'entreprise et ce qui est important pour les parties prenantes. Et de là, avec une bonne analyse, on arrive à déterminer quels sont les enjeux qui apparaissent plus importants que d'autres. Et donc, par quoi on commence dans le déploiement de sa démarche de responsabilité sociétale. Et donc, en exemple, je vais vous en donner un. On a été approché au sein d'Horizon International par une structure qui voulait qu'on l'aide à valoriser des actions qu'elle prévoyait de mener, notamment au niveau de la construction des voies, enfin la réparation des voies qui mènent à leur usine. C'est une usine, c'était une structure spécialisée dans la production de minerais, donc du plastique. Et donc, l'idée, c'était on veut boucher les trous. On dit, OK, le souci, c'est que tout le monde, en fait, qui a les moyens de le faire, peut boucher les trous d'une voie, peut aider, en fait, à améliorer une voie qui mène à votre usine. Tout le monde peut le faire. Mais vous êtes dans du plastique. Ce qui peut être intéressant, c'est de, par exemple, identifier dans la ville, dans votre zone d'implantation, une start-up ou une PME qui fait dans la transformation du plastique, dans le traitement du plastique. Et si cette structure-là a des moules qui permettent, par exemple, de faire des pavés en plastique, ben, l'action que vous voulez mettre en œuvre ne sera plus juste une action de philanthropie, ce serait vous financer, enfin, en tout cas, vous mettez en place une activité de collecte de vos bouteilles après usage, en partenariat avec cette start-up qui finalement aura de la matière première, donc votre plastique, qui transformera en pavé que vous pourrez réutiliser en achetant auprès de cette start-up pour boucher ces trous-là. Et donc, on sera dans un cycle de l'économie circulaire. Et là, vous pouvez inscrire cette action comme étant une action RSE qui va déjà donner un autre niveau de maturité à votre structure au lieu de rester juste à un stade de philanthropie et à un stade de valorisation de l'impact. Et donc, finalement, la structure a compris, en fait. Et puis, là, on est parti sur d'autres types de discussions. Voilà à peu près, je vous remercie. Et je reste ouverte aux questions. Merci infiniment, Viviane, pour cette excellente présentation.
Pour ma part, déjà, dans un premier temps, je retiens le fait qu'il faut s'informer. Le diagnostic de la RSE, c'est aussi s'informer en participant à des forums, à des webinaires, à des salons. Bien entendu, se faire accompagner aussi par des experts. De plus, cela avait déjà été présenté par Yacoub précédemment. Les parties prenantes représentent des piliers de la démarche RSE. Et une fois de plus, tu nous as présenté différents groupes de parties prenantes, ce qui permet de bien illustrer le propos. Et ce qui était aussi intéressant de noter, c'est lorsqu'on fait l'état des lieux, de relever les forces et faiblesses des activités qui sont déjà menées par l'entreprise ou l'organisation en question. Et tu es revenu de façon détaillée sur l'analyse de matérialité. Et on apprécie particulièrement l'exemple concret en matière de retour d'expérience parce que je pense que les participants que nous avons d'Algérie, du Maroc, de la Côte d'Ivoire et d'autres pays, c'est ce qui les intéresse. Ils participent à ces webinaires-là justement pour pouvoir avoir des exemples concrets d'entreprises qui ont entrepris une démarche RSE dans différents pays d'Afrique et dans différents secteurs d'activité. Donc, merci infiniment, Viviane. Et nous